Bonjour Noémie, Bonjour à vous deux. bienvenue sur le podcast Uncut. Il y a un truc que j'aime bien faire qu'on aime bien faire pour introduire les invités, c'est de les présenter. Comme ça nous permet d'avoir un postulat de base et comme ça tout le monde sait ce qu'il va écouter. Donc tu t'appelles Noémie Alabert, tu es une athlète qui fait de la force athlétique, tu es 2 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe, tu as participé 2 fois à la Sheffield, en fait sur les deux seules éditions qui existent, donc en 2023 et cette année en 2024. Du coup, tu es dans la catégorie moins de 52 kilos. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais Non, ouais, c'est bon. Tout est parfait. tout est parfait. J'ai bien résumé un peu le parcours et le Ouais, CV. c'est bien résumé. Bah écoute, du coup, la première question, parce que là, on est dans le jus. Tu viens de revenir de la Sheffield il y a, allez, je dirais, une semaine, plus ou moins. Euh, Ouais. Comment ça s'est passé cet événement? Raconte-nous un petit peu la Sheffield. Alors, ça a été une édition complètement différente de l'édition de l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais fini deuxième. J'avais fait vraiment une très bonne préparation. Et cette année, je l'ai vécu un peu à l'inverse. J'y suis allée déjà, ça s'était pas très très bien passé ma préparation. J'ai eu plusieurs petits problèmes qui m'ont empêché de faire ce que je pouvais faire. Et du coup, j'y suis allée en me disant, bon, je vais sûrement faire dernière. Donc, c'était vraiment différent. Après, ma préparation a été compliquée, mais j'ai fait quand même des bonnes barres, donc je suis contente. En même temps, forcément, on est un petit peu déçu parce que voilà, on finit dernière. Mais après, voilà, vu les conditions, j'arrive quand même à faire 165 au squat, 85 au développé couché et 197,5 au deadlift. Bon, c'est en dessous de ce que je peux faire habituellement. Mais on va dire, vu les conditions, je suis contente. Mais voilà, après, c'était une très, très bonne une bonne ambiance et c'est incroyable. Il y a 2200 personnes. Donc, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, après, c'est le jeu. Faut un premier, faut un dernier. Cette fois-ci, c'était moi la dernière. Donc, on fera mieux la prochaine fois. Et du coup, tu dis que tu sentais que tu allais terminer dernière avant même la compétition, c'est ça? Alors, Euh, on va dire que le niveau était très, très relevé. Alors, je savais que je pouvais faire peut-être top 8, grand max, si vraiment tout se passait top 8. Mais voilà, je savais qu'au-dessus de 8, ça allait être compliqué parce qu'il y avait des catégories un petit peu favorites. Les moins de 69 kilos, le record du monde était assez bas, donc le classement était fort favorable pour elle. Voilà, je savais que ça allait être compliqué si je battais pas un record du monde dans ma catégorie. Donc voilà, j'y allais en me disant, tu peux faire 8 comme tu peux faire 12. Donc, En fait, pour juste resituer pour ceux qui découvrent un petit peu, la Sheffield, c'est un événement qui est un peu particulier par rapport aux autres dans le monde de la force athlétique. C'est que il n'y a pas de catégorie de poids à proprement parler. L'objectif de cette compétition, c'est de battre le record du monde de sa catégorie de poids. Et du coup, ça donne un pourcentage. Si on bat le record de sa catégorie de poids à 102%, on va être devant quelqu'un d'une autre catégorie de poids qui aura fait uniquement 101% ou 98%. J'ai bien résumé ouais, c'est le ça. En fonctionnement. gros, le classement se fait par rapport au pourcentage d'amélioration du record du monde de sa catégorie. Donc, en gros, voilà, ça peut aller de 95% à 110%, par exemple. Mais voilà, si on ne bat pas de record du monde, du coup, on est en dessous de 100%. De 100%. Et si on bat son record du monde, ça augmente petit à petit. Et sur tous les athlètes, il y avait 5 Français, Ouais, ce qui cette est, édition, ce il ce y qui est avait vraiment. énorme. Ouais. Comment c'est possible que les Français soient aussi bons à ce sport? Alors, on nous pose tout le temps cette question-là. Franchement, je sais pas. Après, les autres nations commencent à être très, très fortes aussi. Les Espagnols sont très forts. Les Italiens commencent aussi à arriver très, très forts. Les Américains aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, entre guillemets. Mais ouais, tant mieux, on est une bonne nation. Mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Mais justement, est-ce que du coup, vous entraînez ensemble, vous vous poussez? Est-ce que vous êtes dans les mêmes équipes plus ou moins ou pas du tout? Vous êtes chacun dans votre coin et c'est un peu la force des choses, le hasard qui fait que vous soyez tous plus ou moins bons? Alors, c'est un petit peu le hasard parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la force, c'est pas un sport olympique. Donc, du coup, on a très rarement des stages où on se regroupe et on n'a pas d'endroit d'entraînement comme l'INSEP, par exemple. Nous, c'est chacun s'entraîne dans sa salle et de temps en temps, il y a un stage, mais ça va être une fois dans l'année ou deux fois si grand maximum.
Mais voilà, en gros, chacun s'entraîne. Donc, moi, je suis dans le sud de la France. La plupart des membres de l'équipe de France sont parisiens. Donc voilà, chacun s'entraîne en fait dans sa salle et après, en compétition, on se revoit. Mais voilà, il n'y a pas de centre d'entraînement ou de stage, c'est assez rare. Tu le disais, la force athlétique, c'est pas un sport olympique. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur tout ça pendant 2 minutes. Donc déjà, il y a 2 ans, en 2022, la plus grosse compétition qu'il y avait en force athlétique, c'était les championnats du monde. Aujourd'hui, il y a la Sheffield qui vient se positionner un petit peu dans ce mix-là. En termes d'organisation, en termes de prestige, en termes d'ambiance, alors j'imagine que c'est pas trop comparable, mais est-ce que tu peux peut-être nous faire un parallèle? Comment tu le vois dans cette hiérarchie-là, la Sheffield? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on n'est pas un sport olympique, mais on a les Jeux mondiaux. L'année prochaine, les Jeux mondiaux vont être en Chine. Donc, en fait, les championnats du monde cette année vont qualifier pour les Jeux mondiaux. Donc, ça va être un peu notre sport olympique à nous. Ça va être, en gros, les Jeux mondiaux, c'est tous les sports non olympiques qui se rassemblent. Donc, ça va être quand même un gros événement. Ça va être très important. Donc, en gros, on va dire il y a les championnats du monde. Après, le titre de champion du monde, tu l'as qu'une fois. Si tu veux, les gens, le titre de Sheffield, ils connaissent pas, donc ils comprennent pas. Vaut mieux être en gros champion du monde que champion de Sheffield. Tu vois, même au niveau du ministère des Sports, Sheffield, il connaît pas. Donc, vaut mieux être champion du monde, même si effectivement c'est moins prestigieux. Moins prestigieux. C'est pas du tout la même ambiance. Tu peux pas comparer, mais il vaut mieux être champion du monde que champion de Sheffield. De mon avis. Et du coup, après, pour moi, championnat du monde Sheffield, c'est à peu près sur le même niveau. Après, Sheffield, on y va surtout pour l'ambiance, pour l'argent, forcément. Et pour le fait de gagner aussi pas mal de visu. Comment on dit? Ouais, de visu. Bon. Visibilité. J'allais dire visualité. Oh là, mon Dieu. Donc voilà. Et après, pour moi, tu as les Jeux mondiaux qui est quand même au-dessus de tout ça. Ok, donc même au-dessus de la Sheffield. Ouais. Alors qu'à la Sheffield, vous êtes quand même, vous êtes en train de vous affronter tous les meilleurs de votre sport s'affrontent sur une seule scène, sur une seule après-midi. C'est quand même après les Jeux mondiaux, hyper fort. 4 ans. Et là, ça va être la première année. Alors, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, en force athlétique, tu as équipé et non équipé. Et les Jeux mondiaux ont toujours été en équipé. Et là, ça va être la première année, l'année prochaine, où ça va être en non équipé. Donc, c'est pour ça que j'espère me qualifier à cette compétition-là, mais c'est tous les 4 ans. Donc, c'est un petit peu notre Jeux olympiques à nous. Donc, pour moi, c'est au-dessus. Après, c'est un point de vue personnel, mais... J'ai une question qui me taraude, mais je ne sais pas si tu auras la réponse. Pourquoi la force athlétique, c'est pas un sport olympique, du coup? Alors, avant, on était rattaché à l'haltérophilie. En fait, la FE-Force n'existait pas. Ça a été fait en 2017, je crois. Et du coup, en fait, l'haltérophilie a toujours pris le dessus de la force athlétique. Et pour l'instant, en fait, au moment où il y a eu la division, il y a eu donc la FE-Force, la fédération d'haltéro. Et je sais pas. Alors, je sais pas trop. Après, c'est assez compliqué parce que la force, tu as 3 mouvements. C'est assez long. C'est pas très visuel. Donc voilà, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui le sauront, mais moi, je sais pas. Peut-être que c'est pas assez développé, c'est peut-être trop récent, je sais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que le fait que j'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux, la force athlétique gagne en popularité. Peut-être que je me trompe et que je suis trop sur les réseaux dans ces sphères-là, mais j'ai l'impression en tout cas que le sport gagne en popularité. Et c'est ce que j'allais dire. Peut-être que historiquement, l'haltérophilie est plus ancienne et plus connue. Et Peut-être. bon, bref, c'est juste une hypothèse. Sortir l'haltérophilie à cause du dopage, mais je sais pas trop. Peut-être que ça se fera un jour, mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Et je pense que, alors de mon point de vue, je pense que tant qu'on a les 3 mouvements, ça va être compliqué d'être olympique. De mon point de vue, il faudrait retirer le développé couché pour que ce soit olympique et qu'il n'y ait que le squat et soulevé de terre pour que ce soit plus visuel. Et d'ailleurs, en haltérophilie, avant, il y avait 3 mouvements. Et voilà, donc pour l'instant, pour moi, ce ne sera pas le cas tant qu'il y aura les 3 mouvements. Mais c'est mon point de vue. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas le développé couché? Alors, je n'aime pas le développé couché, je vous avoue que ça m'arrangerait, mais il n'y a pas que pour ça. Je pense que pour les spectateurs, même en compétition, quand tu vas en compète, tu vois, les gens ils sont hyper hype au squat. Le bench, tu n'as plus personne, en fait, tout le monde va manger.
et ça revient pour le soulevé de terre. Donc je pense que c'est un peu long, tu vois, pour les spectateurs. Parce que les charges sont Ok, plus donc lourdes sur les 2 autres exercices. Ouais, c'est moins impressionnant. Ok. donc ce serait une question de spectacle en fait. Ouais, et de limite. durée, je pense aussi. Bon, après, au JO, il y a le Et- curling aussi, en hiver. Ouais. Il y a des sports, voilà. Mais bon, Il y a eu un tacle glissé là. chacun son Vous sport, mais bon, m'excuserez. effectivement, voilà. Non, mais Des ok. tomates. Et du coup, rapidement, pour revenir à la Sheffield, comment ça se passe quand vous êtes, parce que quand vous êtes sur scène, vous arrivez chacun à votre tour, vous êtes tous énervés. Comment ça se passe quand vous êtes dans les coulisses? Est-ce est-ce que là vous êtes beaucoup plus dans l'entraide et la camaraderie, on va dire, plutôt que. Non. En gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la salle de chauffe était au moins 2 étages en dessous, donc tu devais prendre un ascenseur en fait pour accéder à la salle de spectacle. Et au moment où tout le monde commence à s'échauffer, tout le monde met ses écouteurs, tout le monde met son casque et personne s'entraide, on est un peu tous concurrents, tu vois. Peut-être qu'on s'apprécie bien tous, mais le jour J, t'es concurrent et voilà. Donc non, c'était plutôt chacun pour soi. Bon après, voilà, mais il y a pas de tacle ou quoi que ce soit, mais voilà, chacun met sa musique, chacun est dans sa bulle et on s'échauffe, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais, Julien, sur le fait que tout le monde rentre énervé sur scène. On voit certains athlètes qui sentent un produit et certains qui ne sentent pas de produit. C'est de l'ammoniac, c'est ça, si je ne me trompe pas ou... C'est de l'ammoniac, ouais. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi certains le font? Pourquoi certains ne le font pas? Est-ce que ça a vraiment un avantage sur les lifts? Après, si tu veux, achète une bouteille et tu verras à quoi ça sert. En gros, ça te fait pleurer, ça te réveille, quoi. Enfin, c'est vraiment. Voilà, je t'invite à en acheter un pour tester. Et après, tu as des athlètes. Moi, je n'en prends pas trop parce que j'ai besoin. J'ai peur en fait que ça me déstabilise et que j'arrive sur scène, tu sais, tu pleures, tu sais plus où t'es. Donc, moi, je préfère être dans ma bulle et me rester concentrée. Et voilà, je préfère qu'on me mette des petites tapes, tu vois, que sentir l'ammoniac. En fait, tu peux avoir une légère perte de lucidité, c'est ça? Si tu es dans l'eau avec l'euphorie, c'est ça? C'est pour ça Ouais, qu'elle ne prend pas tu as des peut-être? athlètes où ça te fait quand même un petit peu tourner la tête si Ok. tu en abuses un peu trop. Après, t'en as qui aiment, t'en as qui aiment pas, donc c'est à toi de tester et de voir ce qui est bien pour toi. Donc, ouais. Et quand tu arrives sur scène, t'es dans ta bulle ou t'entends le public français qui pousse, qui booste tous les athlètes? Non, non, tu l'entends. Alors d'ailleurs, la première année, je suis montée, ma première barre de squat, j'y vais, waouh, je m'attendais, je savais que ça allait être un truc de ouf, mais je ne m'attendais pas à ce point-là parce que c'était vraiment la première compète que je faisais où il y avait du public, où il y avait de l'ambiance. Parce que nous, en général, au championnat du monde, au championnat d'Europe, les petites catés, c'est tout le temps au début de la compétition, où c'est à 7h du mat, donc il n'y a jamais personne. Ou alors, tu as 10 clampins dans les gradins, quoi. Donc en général, les 47-52, c'est pas très très suivi. Les gens ils s'en fichent un peu parce que c'est des petites barres, tu vois. Donc là, le fait d'avoir vraiment un public et moi j'avais aussi ma team qui était là pour me soutenir, donc c'était ouf. Ouais, franchement, tu les entends et faut le vivre pour s'en rendre compte. Mais ouais, c'était assez exceptionnel. Je vais m'éloigner un tout petit peu de la Sheffield et parler un peu de ta saison 2023. Donc, pour rappel, en 2021 et 2022, tu as été championne du monde. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, en 2023, tu es arrivée à ce moment-là deuxième. Ouais, en fait, à Sheffield 2023, j'ai une fille qui était en 57 qui est descendue en 52. D'ailleurs, qui a été plus forte que moi ce jour-là à Sheffield, de 6 kilos, je crois. Moi, je fais 454, elle fait 460. Et du coup, au championnat du monde, elle est restée en 52 et elle a fait 460 à nouveau, mais en se gardant de la marge. Et moi, j'avais fait 450, j'avais loupé mon squat. J'avais validé qu'une barre sur 3 au squat, donc ça m'a vraiment pénalisé. Je savais que ça allait être compliqué. Et voilà, après, c'est le sport, c'est comme ça. L'arrivée, elle est plus forte. Bah écoute, je vais essayer de la voir cette année, mais ça va être vraiment très, très compliqué. Elle est impressionnante. Donc, écoute, on verra. Et quand tu te retrouves avec une adversaire comme ça, c'est quoi les plans de bataille, les objectifs pour réussir à la battre, pour réussir à revenir sur elle? Alors, je savais que j'avais un petit peu d'avance sur le squat. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me foire au squat, sinon c'est mort. Donc, au moment où j'ai foiré mon squat, je me suis dit, bon, c'est mort. Mais en gros, faut faire. En gros, moi, au championnat du monde l'année dernière, je me suis dit, il faut que je fasse un 9 sur 9. Si je loupe une barre, c'est mort. Donc,
J'arrive à mon opener, je loupe mon opener au squat pour la descente. Donc, je me suis dit déjà là, ça va être compliqué. Et faut laisser aucun kilo. Donc, tu grattes les kilos au max, tu prends aucun risque. Et t'essayes de te rapprocher au max et t'attends qu'elle fasse soit une faute ou qu'elle soit moins forte ce jour-là, sachant que c'est une 57. Donc, je me suis dit peut-être aussi qu'avec la perte de poids à nouveau, ça peut jouer, mais elle est vraiment très forte. Et puis voilà, moi, j'ai eu quelques petites blessures, des trucs qui m'ont empêché au développé couché de bien progresser. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais bon, après, écoute, c'est le sport, c'est comme ça. Hein. On peut pas gagner à tous les coups. En plus, comme si tu fais des plus petites barres, tu passes avant elle. Donc, Ouais. il y a aussi le côté pénalisant de ne pas savoir quelle prochaine barre elle va faire, comment tu peux t'adapter par rapport à ça, etc. Ou est-ce que tu vois juste pour toi quelle barre tu fais, peu importe ce qu'elle fait, tu feras ces barres-là? Alors, on se connaît toutes quand même. Dans notre, je sais ce qu'elle vaut, je sais très bien jusqu'où elle peut aller. C'est aussi ce qui fait la faiblesse des réseaux sociaux et ce qui fait, voilà, c'est qu'elle poste tout, donc je sais à peu près ce qu'elle vaut le jour J. Après, moi, tu peux me mettre 100 kilos au bench, je ne l'élève pas. Donc, à un moment, tu sais à peu près où est ta limite. Donc, tu peux juste regarder, tu peux juste dire c'est bien, elle a fait ça, moi, je vais essayer de faire ce que je peux. Enfin, à un moment, tu arrives au taquet. Moi, ça fait 6 ans que je fais ce sport. Donc, à un moment, tu essayes de faire kilo par kilo. Tu peux pas gagner 10 kilos sur chaque mouvement tous les mois. C'est pas possible. Mais alors, tu viens de soulever un point qui est super intéressant. Tu gagnes 2 années d'affilée champion du monde. Cette fille-là, elle arrive dans ta catégorie et elle gagne. Et tu dis que voilà, vous vous connaissez via les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc un peu psychologique où du coup tu vois son évolution, tu vois ses barres sur les réseaux sociaux et ça peut te mettre une certaine pression pour les compétitions? Toi, comment tu le vis justement cette rivalité? Alors moi, c'est plutôt le contraire. Je sais qu'il y a des gens, ça peut les perturber en mode ouais, de toute façon, j'ai déjà perdu, elle est trop forte. Moi, j'ai plus envie de la niquer. Hein. J'ai plus envie de me dire, elle, je vais me la faire. Elle est morte. Mais bon, ça n'a pas été encore le cas, mais j'aimerais bien être un peu au-dessus du podium, tu vois. Et elle soit. Donc en fait, ça te tire vers le haut, ça te permet de faire des meilleures performances que si elle avait peut-être pas été là? Forcément. Par exemple, au championnat d'Europe, je suis pour l'instant toujours assez largement au-dessus. Tu fais pas la même compétition que tu fais pas la même préparation quand tu sais que t'es loin devant, tu vois ce que je veux dire. Là, tu sais que derrière, il va y avoir une confrontation, tu sais qu'elle, elle va pas te louper non plus, elle est au taquet. Donc, ça te booste à l'entraînement. En tout cas, moi, ça me booste et je me dis, là, cette année, c'est pour moi et je vais essayer de me la faire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et le fait de faire le choix de baisser de catégorie comme ça, comme elle l'a fait, est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question? J'ai commencé la force en 47 kg, donc dans la catégorie du dessous. J'ai dû monter parce que j'arrivais plus à être au poids. C'était vraiment très, très dur. Mais j'ai une petite. Un jour, je vais descendre, je le sais. Je vais redescendre et si j'arrive à me sélectionner, peut-être qu'un jour, je redescendrai. Ou je serai très proche des 47 kilos parce que, en fait, j'ai fait vice-championne du monde en moins de 47. J'avais perdu, je crois, contre Heather Connor, je ne sais pas si vous connaissez, mais de quelques kilos. Et du coup, j'ai encore ce petit goût amer en me disant, il y a quelque chose à faire en 47, donc peut-être un jour, en fin de carrière, j'essaierai pour le fun, comme ça, pour se mettre d'autres objectifs. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, je n'avais pas du tout prévu ça, mais c'est super intéressant. Tu parles de fin de carrière. On voit en général sur les compétitions aujourd'hui, quand je regarde les âges moyens des athlètes, ils sont assez jeunes, Ouais. de manière générale. Une fin de carrière, bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'âge type, mais c'est environ quel âge, jusqu'à quel âge tu peux progresser, entre guillemets, dans ce sport? Alors, c'est un sport quand même où tu peux progresser assez tard. Je pense que jusqu'à 40 ans, tu peux quand même progresser. Bon, après 40 ans, effectivement, je pense que ça commence à être compliqué. Tu récupères moins vite. C'est plus dur. Après, moi, là, je vais avoir 34 ans. Et c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de temps quand même. Moi, je travaille à côté, donc voilà. Après, moi, je vais pas faire ça jusqu'à mes 40 ans, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je verrai, mais pour l'instant, je sais pas trop. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices. Donc à un moment, je pense qu'il faut aussi laisser la place aux jeunes. Et voilà. Mais pour l'instant, je suis pas encore en fin de carrière. Hein, je suis encore là. Et on verra, on verra. Alors, c'est intéressant. Comment tu trouves le temps pour justement travailler
t'entraîner, avoir eu la vie millimétrée qu'un athlète de haut niveau doit avoir pour pouvoir performer. Comment tu fais tout ça? Je travaille, je m'entraîne après mon travail. Voilà, tout simplement. Je Et quitte à... tu arrives à trouver le temps pour dormir, à trouver le Ouais, temps. alors c'est très, attention, hein, c'est très chronométré. J'ai vraiment ma petite routine. Je quitte à 17h30. Alors j'ai de la chance parce que ma salle est à 1 minute à pied d'où je travaille. Donc j'arrive à 17h35. À 17h35 jusqu'à, allez, on va dire 20h, 20h30, je m'entraîne. Et après, je rentre chez moi, il y a 30 minutes de route, donc j'arrive vers 21h. Et après, 21h45, grand max, je dors. Jusqu'à 7h le lendemain. Donc voilà, c'est... C'est très militaire. Ouais, voilà. Mais après, c'est ma petite routine. J'essaye d'avoir aussi des jours off. Il y a des soirs où, comme par exemple le lundi, maintenant, j'essaye de plus m'entraîner, je rentre chez moi. Donc j'essaye maintenant de m'entraîner peut-être un peu plus le week-end et moins la semaine, comme je travaille. Donc voilà, j'essaye aussi d'adapter un petit peu. Et tu penses pas que tu aurais peut-être plus de progrès si, si si par exemple tu arrêtais de travailler et que tu te Bien sûr. consacrais à ça? J'ai pas travaillé pendant 2 ans avec le Covid, etc. En fait, moi, là-bas, j'habite à Troyes, j'ai déménagé dans le sud et j'ai été au chômage pendant 2 ans. Et forcément, il n'y a pas photo. Tu te lèves, il est 10h, 10h30, tu fais ta petite balade, petit pas, machin, truc, hop, tu prends le soleil et tu vas t'entraîner. C'est différent. Après, moi, j'ai fait le choix de travailler parce que ça te permet aussi de vider un peu la tête, tu vois, de penser à autre chose, pas être que sur la force athlétique. Parce que sinon, moi, je répète un plomb, je pense. Si tu penses qu'à tes entraînements tous les jours, tu pètes les plombs. Et puis, ça me permet aussi d'avoir une sécurité, bien sûr, à côté, parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain. Je peux me blesser, je peux... Voilà. Donc, voilà. Mais après, c'est un rythme qui me va bien. C'est un métier de bureau, donc c'est pas fatigant. Et voilà, j'ai mon petit rythme. Puis j'ai des jours de congé s'il faut, si vraiment je peux. Voilà, je pose. Bon, on a de la chance de pouvoir discuter avec une double championne du monde et du coup, on est obligé de parler d'entraînement. Parce que je pense que ton expérience, elle est importante et intéressante. Tu le disais, maintenant, tu gagnes moins de kilos qu'au début, qu'un débutant. Oui, forcément. Il t'arrive sur certains cycles de force de ne pas progresser sur des mouvements, voire même parfois régresser. Je ne sais pas si ça peut arriver. Comment tu gères ça? Comment ça se passe? Est-ce que du coup, tu refais le même cycle? Enfin, comment on fait en fait? Alors moi déjà j'ai un coach, donc c'est pas moi qui me coach, donc c'est lui qui programme tout. Par exemple pour Sheffield, j'ai fait une prépa où c'était hyper dur. Je me voyais régresser sur tous les mouvements. Après j'ai eu quelques petites douleurs qui m'ont empêché de progresser, mais ça a été compliqué quand quand tu as le record du monde au squat à 171,5 et que tu es à l'entraînement à 160, tu es à la mort. Forcément, c'est pas facile à gérer, c'est difficile. Tu rentres le soir, tu as envie de tout casser. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu peux pas, au bout de 6 ans, tu sais que tu peux pas être au taquet tout le temps. C'est impossible. Si tu progresses à chaque séance, donne-moi la recette parce que moi, j'en ai fait des séances de merde, j'en ai fait des très très bonnes séances. Mais c'est impossible de faire des bonnes séances à chaque fois, sinon ça se serait. Tu as la fatigue, tu as l'hydratation, tu as la nourriture, tu fais plein de choses autour qui peuvent faire que ça se passe mal. Et puis des fois, tu n'as pas envie, en fait, tu t'en fous, tu dis vas-y, 140, c'est bien, c'est pas grave. Donc après, comment tu le gères, ça fait partie du processus, tout simplement. Il faut se dire que ça arrive à tous les athlètes. Tous les athlètes un jour vont se blesser, tous les athlètes un jour vont échouer, tout simplement. Tu peux pas gagner à tous les coups. Donc après, c'est tout de le savoir et de se dire c'est pas grave, je travaillerai 2 fois plus ou je vais mettre ça en place pour que ça se passe mieux, etc. Donc il faut réfléchir tout simplement. Et quand on arrive à un jour de compétition, un jour de championnat du monde, par exemple, est-ce que comme on est à l'apogée du coup de son cycle de force, est-ce que c'est là où tu vas peut-être pouvoir sortir des perfs que tu n'as jamais sortis avant, etc. Ou est-ce que ça arrive qu'en entraînement? Parce que j'ai l'impression que parfois on voit des athlètes sur Insta qui sont très chauds, qui ont des très grosses barres, mais qui n'arrivent pas forcément à les tenir le jour, le jour de l'échéance, on va dire. Alors ça, c'est, on va dire, c'est le problème des water cuts. En fait, nous, on s'entraîne pas on s'entraîne pas dans notre catégorie de poids. On est toujours un petit peu au-dessus. Donc, forcément, quand tu arrives le jour J, tu peux avoir un petit peu des pertes au niveau
du poids que tu peux soulever. Il y a très peu d'athlètes qui s'entraînent au poids de corps, mais en général, le jour J, on sait un petit peu ce que l'autre vaut. Moi, c'est arrivé très rarement que je fasse des barres en compétition que j'ai jamais fait en entraînement. Peut-être un peu au soulevé de terre, parce qu'au soulevé de terre, tu arrives, c'est le jour J, donc tu es un peu plus énervé, mais en général, au squat et au développé couché, j'ai toujours fait les barres que je pensais faire ou que j'avais déjà faites à l'entraînement. Après, je sais pas, moi, c'est mon cas, peut-être que d'autres athlètes, c'est différent. Mais en tout cas, j'ai toujours fait des barres que j'ai faites à l'entraînement, à part, je crois, au soulevé de terre, mais c'est assez rare. Ce que tu dis sur le poids, c'est intéressant. Quand tu passes d'une catégorie à une autre, tu parlais d'une athlète, de l'athlète contre qui tu étais en confrontation, qui était passée de 57 à 52. À quel point tu perds en performance en changeant de catégorie, en baissant de poids? Est-ce que c'est très individuel ou est-ce que vraiment tu perds beaucoup? Bah, tu vas perdre forcément. Tu vas perdre un petit peu, ça c'est sûr. Après, ça va dépendre vraiment de l'athlète, comment il mange, comment il dort. Enfin, il y a trop de facteurs, mais tu perds un petit peu. Après, là, tu vois, par exemple, cette athlète-là, elle a fait 480 à Sheffield et je crois que c'est son meilleur total en 57. Donc, tu vois, comme quoi, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, le fait de descendre de catégorie de poids va te permettre, en fait, le fait d'avoir été à 57 kg et de descendre en 52, bah, à 57 kg, elle a peut-être mis ça va, enfin, comment te dire, au squat, par exemple, moi, si je monte en 57, peut-être que je vais faire 180. Le jour où je descends à 52 kg, bah, j'aurais déjà mis 180 sur mon dos. Peut-être que je ne ferai pas les 180, mais peut-être que je vais faire 175. Et 175, je ne les ai jamais fait, tu vois. Donc, ça va te permettre de t'habituer peut-être à une charge que tu n'as jamais faite. Tu auras peut-être une perte, mais tu auras quand même un gain par rapport à si j'étais restée en 52 kg. Je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est stratégique aussi, en dehors des périodes de compétition, d'aller chercher le poids le plus élevé que tu pourras perdre pour ta compétition pour pouvoir t'entraîner au plus lourd possible? Je ne sais pas si ma question était très claire, mais… Tu vois, par exemple, pour Sheffield, j'ai perdu beaucoup de poids de corps. Je suis arrivée quasiment à 52 kg. Enfin, j'étais au poids sans water cut. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi pour cette compète. C'est pour ça que là, j'essaye de remonter, de remonter au moins de 2 kg, 2,5 kg. Je sais que ça va me faire du bien sur les barres. Je vais mieux récupérer. Je vais pouvoir mettre plus lourd. Donc, c'est un sport où je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu au-dessus de sa catégorie de poids. Pour les athlètes expérimentés, je parle, pas pour les débutants. Mais c'est pour ça que tu as plein d'athlètes qui descendent de catégorie et qui sont plus forts que ceux qui sont déjà dans leur catégorie de poids. J'ai une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. Au niveau des mouvements, on a le bench où c'est quand même assez simple de le réussir ou de l'échouer. En fait, on voit directement. Le deadlift aussi. Le squat, on peut faire un squat et quand même avoir les trois lumières rouges et échouer sur le squat parce qu'il manque d'amplitude, etc. Comment est-ce qu'on travaille ça à l'entraînement pour éviter d'avoir ce problème? Alors, Je sais pas si c'est clair. pareil, au terre, tu peux très bien faire ton soulevé de terre et avoir les épaules un petit peu trop en avant et te le faire refuser, ou alors que la barre, elle redescend. Je pense que il faut travailler tout simplement au standard. En gros, il faut connaître les standards des compétitions et il faut se faire corriger par tes collègues. Tu te filmes aussi, tu peux te filmer et te dire tiens, là, mon squat, il n'est pas bon, il n'est pas assez profond. Donc, le mieux, c'est si tu veux réussir en compétition, faut t'entraîner au standard des compétitions. C'est bien beau de mettre. Enfin, moi, je préfère un 180 en squat, demi-squat, mais en fait, ça me sert à rien. C'est pour le buzz des réseaux sociaux, mais ça me sert à rien. Mais je sais pourquoi il a posé cette question-là dans ce sens-là. Hein. C'est parce qu'il n'a pas la profondeur au squat. Hein. Ah, C'était voilà. vraiment non, une moi question j'ai avec pas un assez d'amplitude. Hein, j'ai pas assez d'amplitude. Non, mais même parce que tu vois, genre au deadlift, je trouve que c'est plus simple de savoir quand on l'a ou quand on l'a pas. Deadlift, Et pareil au bench. Ouais. Alors qu'au squat, il peut y avoir débat. Il peut y avoir un moment Peut-être parce que à 1 centimètre près. tu Pardon. mets trop lourd, tu fais un peu d'ego lifting, il faut descendre un peu. Tac, tu t'es fait calmer. Allez, hop. Non, mais par contre, il soulève un point que je trouve qui était intéressant parce que, on s'était fait une petite compète amicale et moi, j'avais presque que de la mobilité. Est-ce que justement, vous travaillez, peut-être toi ou d'autres athlètes, travaillent la mobilité justement pour aller avec plus d'aisance chercher des amplitudes au squat, avoir des mains plus écartées au développé couché, etc., etc. Moi, j'en fais très, très peu. Après, je sais qu'il y a des athlètes qui aiment bien. Nous, c'est plus pour s'échauffer et pas vraiment pour corriger ces points-là techniques. En gros, si tu as
Par exemple, si tu n'arrives pas à descendre au squat, peut-être que tu peux mettre du pause squat et faire une pause en bas et justement te forcer en fait à avoir la bonne amplitude. En fait, tu vas plus mettre en place des variations sur les 3 mouvements que de la mobilité. Après, tu peux mettre en place de la Je prends, je mobilité, note. mais ça va dépendre. Moi, j'en fais pas. Je préfère faire des variations qui vont m'aider à corriger mon point faible que de faire de la mobilité. Et on reste un tout petit peu sur l'entraînement. Tu disais que c'est pas toi qui faisais ta programmation parce que tu étais accompagné d'un coach. Aujourd'hui, toi, tu dois avoir des connaissances, de très bonnes connaissances dans le domaine, c'est ton sport. Alors, à quoi ça te sert d'avoir un coach? Et est-ce que, du coup, avec l'expérience, les cycles de force ou les périodes d'entraînement ne se ressemblent pas? Quelle serait la plus-value, finalement? Alors pour moi, j'ai toujours voulu un coach parce que je pense que c'est bien d'avoir quand même un regard extérieur. Parce qu'après, forcément, tu te connais, tu te mets des trucs que t'aimes pas, tu te mets pas les trucs que t'aimes pas faire, tu vois, le squat barre haute en x10, ça, je me le mettrais pas, tu vois. Mais je pense que c'est important, tout simplement, parce qu'on a besoin d'un regard, tu as besoin Puis moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de penser à ça, je lui fais confiance à 100%. Et quand il y a quelque chose qui va pas, je lui dis, quand on se fait toujours des points régulièrement. Donc voilà, tout simplement, moi, c'est pour m'éviter. Enfin, de toute façon, je me connais, je pense que je me mettrai. Il y a des choses qui me mettent que je me mettrai pas. Donc voilà, après, c'est une question de confiance, tout simplement. Et le fait que ton coach te mette un type de variation de mouvement, etc., c'est quelque chose que tu fais avec plaisir, alors que si c'était toi-même, tu l'aurais pas fait avec plaisir, c'est ça? C'est pas ça, c'est que moi, je me le serais pas mis, tout simplement. Et par exemple, il y a des variations, je sais qu'il me met et je râle. Et je lui dis, mais pourquoi tu mets ça? Il me fait, t'inquiète, fais-moi confiance, t'inquiète pas, ça va débloquer et tout. Donc voilà, c'est des choses que toi, tu penses pas forcément, que tu te dis, mais pourquoi? Enfin, ça me sert à rien. Et en fait, au final, tu te rends compte qu'il avait raison. Donc voilà, après, Après, je suis un peu une feignante, donc il y a plein de trucs que j'aime pas faire et que je me mettrais pas et que lui me force à faire. Il y a beaucoup de gens qui commencent la force athlétique récemment, depuis ces dernières années, avec les réseaux sociaux, etc. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde, par la force des choses, fait les 3 mouvements, développé couché, squat et deadlift en salle. Quels seraient les conseils de base que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui commence et qui voudrait commencer à progresser, commencer à faire bien les choses? Prendre un coach. Ça peut paraître con, mais pour moi, c'est hyper important parce qu'il faut prendre un coach qui va déjà t'apprendre les 3 mouvements, les règles, qui va te mettre des variations suivant tes points faibles. Donc pour moi, c'est hyper important. Le matériel, honnêtement, on s'en fout. Enfin, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de SBD, j'avais pas de ceinture SBD, j'avais pas de genouillère, bref, j'avais pas tout ça. Donc le matériel, pour moi, ça peut venir après. Donc on s'en fout du matériel. Ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre les 3 mouvements, ne pas mettre lourd dès le début, bien apprendre la technique, prendre un coach si on a les moyens de prendre un coach et se filmer, analyser ce qu'on fait. Et puis y aller progressivement, tout simplement. C'est pas parce qu'on a un sport de force qu'il faut forcer à chaque séance, surtout au début. J'ai une question peut-être un peu polémique. Donc la force athlétique, c'est le squat, le deadlift, le bench. On voit un peu de temps en temps sur les réseaux sociaux comme quoi le squat, c'est dangereux ou le deadlift, c'est dangereux. Il y a certaines personnes qui disent même que c'est les mouvements qu'il ne faut pas faire, sinon on va se retrouver à 40 ans à avoir mal partout, etc. Comment ça se passe quand toi, tu soulèves hyper lourd? Qu'est-ce que tu penses de ce débat et comment ça se passe? Est-ce que moi, je peux rassurer ma mère en lui disant que c'est OK, Alors moi, on peut faire de la force? à chaque fois, je réponds, je dis, j'ai vu ça sur Major Movement et j'ai lu, en fait, c'est le canapé qui tue et c'est pas le sport qui tue. En gros, au squat, tu vas forcément peut-être te faire mal, tu vas te faire peut-être mal au dos, un lumbago, une tendinite. Mais le fait de rester allongé ou assis toute la journée, forcément, c'est pas bon non plus. Pour moi, ce qui fait mal, c'est de rester allongé et de pas bouger. Donc après, oui, ça arrive de se blesser, mais le fait de se surpasser, le fait d'aller à l'entraînement, de voir ses copains, tu vois aussi ton corps qui change, tu te muscles. Pour moi, c'est hyper important. Donc moi, ces commentaires-là, je les regarde même pas en fait. Je me dis, le mec, il est sur Facebook pendant que moi, je suis en train de m'entraîner, vas-y, continue à commenter. Je m'en fous. En fait, si tu commences à écouter et à lire tous les commentaires, tu fais rien. En fait, moi, si
si j'avais écouté mes parents, jamais j'aurais fait du sport. Ma mère, elle regarde pas mes vidéos, elle veut jamais venir en compétition. Elle me dit surtout tu fais pas mal à ton dos. Ah, c'est tout ce que je te demande. Ok. Donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter d'écouter ce que les gens disent et faire ce que tu as envie de faire ce qui te plaît. Si toi tu as envie de soulever X kilos, bah vas-y, fais-le. Si toi ça te fait du bien, en fait, on s'en fout de ce que les autres pensent. Du coup, en plus, tu es renforcé. Faire du sport, ça te renforce. Du coup, tu peux avoir plus de longévité dans ta vie. En C'est bon ça. sens. J'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc les médecins me disaient bah non, mais le sport, peut-être que tu pourras faire un petit peu de marche à pied et encore, tu vois. Je me suis dit non, j'ai pas envie de pas longtemps de marche à pied, moi. Et c'est comme ça, du coup, je me suis mis à la muscu et voilà. Donc, comme quoi, même les médecins, des fois, peuvent se tromper. Faut s'écouter. Si tu as envie de faire quelque chose dans la vie, je pense qu'il faut le faire. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Et les gens qui commentent, en fait, ils feront rien de leur vie à part commenter. Donc, voilà. Donc les Il haters, y a ceux qui le font, c'est votre c'est chemin. ça. Ça, ils n'ont jamais rien fait, mais ils vont te dire comment faire. C'est vrai que face à un moment, il y avait pas mal de débats et de hate sur la force athlétique liés au pontage, liés aux techniques qu'il pouvait y avoir. Je pense que tu as dû forcément voir ça passer. Et même les règles ont été revues ensuite. Justement, toi, est-ce que ça t'avait impacté un peu tout ça quand ça discutait? Alors moi, je ponte pas parce que j'arrive pas. Donc déjà, moi, c'était plutôt l'athlète. Waouh, va regarder plutôt le bench à Noémie Alabert. Elle, au moins, elle ponte pas, tu vois. Je me suis dit, ouais, bah, je préférerais ponter quand même. Donc moi, j'étais plutôt de cette team un peu, bon, c'est quand cette règle, elle change, mais c'est parce que je savais que ça allait être bénéfique pour moi. Après, je peux comprendre que les gens comprennent pas. C'est quand tu fais le pont, la nana, elle fait ça au bench, c'est validé. Donc je peux comprendre les gens qui comprenaient pas la règle. Bon, maintenant, on voit moins de commentaires quand même. Mais ouais, je peux comprendre les gens pour le bench. Enfin, des fois, c'était même ridicule. Les meufs, elles sortaient la barre. Des fois, elles verrouillaient même pas les. Enfin, les coudes étaient verrouillés, la barre, elle touchait déjà la poitrine. Donc voilà, après, c'est le règlement. En fait, tu peux pas leur en vouloir aux athlètes, c'est comme ça. Tu fais tout pour optimiser la performance C'est ça, pour les en fait, à un compétitions. moment, tu es dans un sport de haut niveau, tu peux le faire, pourquoi tu le ferais pas? Enfin, ce serait débile. Je passe à des questions, Marianne. Moi, j'ai juste une dernière question, mais je sais pas si on la mettra ou pas, mais c'est une question purement curieuse. En regardant certaines compétitions, on voit que certaines femmes au deadlift ont la vessie qui lâche. Pourquoi? Comment ça se passe? Je comprends pas ce qui se passe en fait dans le corps d'une femme pour que ça puisse faire ça. Bah, en fait, alors moi, ça m'arrive moins souvent. Mais en fait, je pense que bah, tu as le périnée qui lâche tout simplement. Et bah, quand tu soulèves lourd, je pense que tu as tout qui se relâche. Donc tu peux pas le contrôler. Enfin, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, moi, j'essaie toujours d'aller aux toilettes avant pour bien me vider la vessie. Mais ouais, ça arrive à beaucoup de filles. Et d'ailleurs, à une compétition, je sais plus, c'était dans une compète, la femme à la pesée, elle nous avait engueulé, elle nous avait dit bon, je vous préviens les filles, vous pissez pas sur la plateforme cette fois-ci. On s'était dit ben ouais, tu crois qu'on fait exprès? En fait, on arrive tellement à faire pipi sur la plateforme. Non, mais elle était folle elle. Donc non, en fait, on le fait pas exprès. Et je sais qu'il y a des exercices qui permettent de renforcer son périnée, mais enfin, après c'est gênant pour la fille aussi. Enfin, faut se mettre aussi à la place de la fille. Donc c'est pas un moment agréable, mais après, bah, on n'y peut rien. Je pense qu'il y a des exercices, mais je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Je sais pas. Mais après, tu disais c'est gênant, mais j'ai l'impression que personne ne relève. Il y a vraiment un truc là, personne n'en parle, personne ne relève. C'est comme c'est visiblement normal. C'est justement moi je trouvais que c'était normal quand j'ai regardé la compétition, par exemple à Sheffield, il s'est passé ça plusieurs fois et je me disais bon bah c'est visiblement c'est normal. Passer sur les réseaux Ouais, sociaux. ça arrive beaucoup chez les filles, mais après, moi, je sais que ça m'arrivait beaucoup au début, ça m'arrive moins. Donc, je sais pas, c'est peut-être que le fait en fait de porter lourd, tout simplement, je pense que ça t'appuie sur la vessie et tu fais pipi, tout simplement. Enfin, C'est ça, tout est compacté quoi. Ouais. Donc toi, Julien, tu voulais que ce soit ça le mot de la fin, la question de la fin. Non, mais je me suis dit je vais pas le poser en plein milieu comme ça. Et Je peut-être voulais. pas, non. Il va ouvrir un compte Instagram avec que les femmes qui font pipi. Oula, donne pas des idées aux gens Non, qui écoutent le podcast, après on va avoir des problèmes. tous ceux qui écoutent, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ce serait vraiment extrêmement bizarre, hein.
Ouais, bah, ça m'étonnerait même pas, c'est ça me bizarre. Bah, écoute, Et du moi, coup, mais si tu veux, pour le mot de la fin, vas-y. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2024 en termes de performance? C'est quoi les objectifs? C'est quoi le total attendu cette année? Alors, j'ai jamais annoncé un total, donc je préfère pas. Donc voilà, on va dire, j'aimerais bien niquer ma concurrente. Let's go. Je sais que ça va être très très dur. J'ai un petit espoir au fond de moi. Mais en gros, non, mon principal objectif, c'est de me qualifier aux Jeux mondiaux pour l'année prochaine. Voilà. Faire un podium au championnat du monde et me qualifier pour les Jeux mondiaux. Peut-être réussir à me qualifier pour Sheffield 2025. Donc ça, ce serait la petite cerise sur le gâteau. Je pense que ça va être très très dur. Mais voilà, je vais essayer de faire. Il faut absolument que je sorte un gros total au mois de juin pour ça. Donc là, je vais me remettre au travail et on verra. Je me donne une dernière question. Tu parlais pas mal des Jeux mondiaux et de la qualification. Comment se qualifier aux Jeux mondiaux? Alors, j'ai pas compris tout le système. Super, ok, génial. En gros, alors il faudra redire, non, t'as pas des catégories de poids comme au championnat du monde. En gros, tu as light, medium et heavy. Et je crois qu'ils prennent, alors c'est par nation, je crois qu'ils en prennent deux par catégorie par nation. Donc en gros, moi dans ma catégorie, il y a les moins de 47 et les moins de 52. Et il faut faire un podium. Donc par exemple, si je fais top 3 en moins de 52, bah, je serai sélectionnée aux Jeux mondiaux. Par exemple, si je fais quatrième, je ne suis pas sélectionnée. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais C'est clair. c'est un petit peu c'est clair. En gros, c'est 2 athlètes par nation, par catégorie de poids. Et il y a des catégories qui sont regroupées en fait à light, medium et lourd. Bah, écoute, on te suivra là-bas quand tu seras qualifié. Bah, j'espère. On va pas se porter la poisse. Mais écoute, Écoute. je sais pas si tu as un autre mot, mais je te remercie d'avoir participé au podcast, d'avoir discuté avec nous. Et Ouais, puis, en tout cas, c'est trop cool de pouvoir parler avec toi de ce sport, surtout que nous, c'est un sport qu'on fait aussi. On ne fait pas en haute compétition comme toi. on découvre. On le fait en très, très amateur, découverte. tu vois. Du coup, ça fait hyper plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un qui fait ça, qui fait des championnats, qui fait de la Sheffield, tu vois, qui représente la France en plus. C'est assez ouf. Moi, ça me motive pour le deadlift de demain, clairement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé à te poser comme question ou un thème qu'on n'aurait pas abordé, que tu aurais bien aimé aborder dans ce podcast? Non, c'était complet, c'était bien. Ok, bah écoute, top. Merci beaucoup d'être venu. Mauriane, pas de nouvelles questions? Non, bah écoute, encore une fois, comme tu disais, je te remercie. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre Noémie sur ses différents réseaux, si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis voilà. Ça t'arrive jamais? Est-ce que toi, tu es plus adepte de poster tes entraînements comme tes concurrentes, etc. Ou est-ce que tu dis rien jusqu'au jour de la compète où tu défonces tout? Ça dépend. En général, ça dépend. En fait, là pour Sheffield, je n'avais pas trop posté parce que j'avais pas trop grand-chose à montrer parce que c'était un petit peu compliqué. Mais en général, je montre. Et puis là, je pense que jusqu'au championnat du monde, je pense que je vais montrer parce que maintenant, en fait, on sait toutes à peu près ce que les autres valent. Donc, on va faire monter un petit peu la hype. Donc, je pense que je vais poster. Si vous voyez rien, c'est au fond du trou. Ah, non, ok. c'est noté. Merci beaucoup. Merci, et puis, Merci. très bonne soirée et très bonne semaine d'entraînement. Merci, ça va aller. Ciao. Merci, ciao.